Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir David Chavaraas pour la présentation de son livre sur Toxic Data. Je vais d'abord prendre quelques minutes simplement pour rappeler quelques faits au sujet de David. Donc, il est directeur de recherche du CNRS au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'École des hautes études en sciences sociales. Et il est aussi directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, qui correspond d'ailleurs à un des domaines d'intérêt majeur pour la région Île-de-France. Il a eu une formation fortement interdisciplinaire, normalien agrégé de mathématiques, docteur de l'École polytechnique en sciences cognitives, et il a présenté son HDR à l'École des hautes études sociales, sciences sociales, en sciences sociales. Il a considéré très tôt les systèmes complexes comme un lieu interdisciplinaire, en particulier pour mener des recherches en sciences sociales computationnelles, c'est-à-dire à l'ordre d'algorithmes. Un approche qui est à la fois considérée comme fertile et aussi socialement nécessaire pour relever les défis de demain. Il va en parler sur le fait, justement, de tous ces enjeux autour des data et à contenus sociaux. D'autre part, il a été engagé depuis 2004 à de nombreuses activités et initiatives pour développer les systèmes complexes, l'étude, la recherche en systèmes complexes et la formation en France et en Europe et au niveau même international. Ça soit d'abord la création de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France, ça soit aussi le réseau national des systèmes complexes en France, la Complex System Society au niveau international. Donc, il a été vice-président de 2008 à 2011. Il a été aussi coéditeur des feuilles de route des systèmes français, systèmes complexes au niveau français, en 2008 et 2011. Et enfin, il a été actuellement l'acteur principal pour créer le chapitre français de la Complex System Society, un sujet qui intéresse en fait les ponts et chaussées, mais ce n'est pas le sujet explicite aujourd'hui. Enfin, il a lancé en 2016 le projet Politoscope, dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme en ligne, et c'est un des domaines sur lesquels il a pu fonder son bouquin Toxic Data. Cette présentation très brève montre que David était particulièrement qualifié pour analyser les réseaux sociaux, les enjeux politiques et économiques qui se lient autour, et en particulier Cédric Villani recommande à tout citoyen de lire cet essai pour mieux se défendre contre les big tech qui menacent la démocratie. Voilà. Alors, il y a une première conjecture dans ce livre qui est présentée par David et qui est énoncée de façon relativement compacte. Le modèle économique actuel de la big tech fondé sur la marchandisation de l'influence sociale est incompatible avec la pérennité de nos démocraties. Ça situe assez bien les enjeux sociaux qui sont liés à ça. Il procède en fait avec différentes méthodes aussi objectives que possible, avec si possible des faits, des métriques, et dans certains cas, la théorie des systèmes, des réseaux complexes. Et en fait, il y a trois grandes questions qui sont abordées au cours de ce livre. C'est les ingrédients du conflit. Là, il va faire une présentation plus exhaustive, mais c'est tout l'incroyable arsenal qui est mis à disposition de l'influence sociale. Deuxièmement, c'est l'ampleur du conflit, qu'on ne peut pas sous-estimer. C'est la fragmentation, par exemple, c'est la fragmentation de nos sociétés, alors que les réseaux sociaux sont soi-disant construits pour connecter mieux nos sociétés. En fait, il y a un paradoxe important à analyser de près. Enfin, une troisième grande question, c'est comment s'en sortir. Il y a 18 propositions, que ce soit au niveau individuel ou collectif. En particulier, je retiendrai l'idée d'établir un commun numérique. Et enfin, le jugement majoritaire au lieu des jugements des élections
nominales telles qu'elles sont effectuées actuellement. Voilà, je conclue cette très brève présentation pour être à peu près dans les temps. Nous avons une demi-heure de présentation par David. Ensuite, on aura un peu plus d'une demi-heure pour les questions-réponses. Surtout, embrayez très vite après la présentation de David. Faites signe dès que vous avez une question qui vous brûle les lèvres. Voilà. David, c'est à toi de jouer. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation et cette introduction. Donc, je vais effectivement vous parler de recherche, notamment de recherche liée à Toxic Data. On n'a qu'une demi-heure, donc évidemment, je ne peux pas vous présenter ni l'intégralité, ni même, enfin, quelques parties du livre, je vais vous présenter, mais j'ai centré en fait la présentation sur le thème de Toxic Data et des apports un peu complémentaires qui ont été faits depuis ou à côté, et certaines choses qui sont en Toxic Data. Alors, juste sondage très rapide. Qui, dans les dernières 48 heures, n'a pas utilisé l'un de ces services? Donc 2 personnes. Parfait, bravo, 3. Donc vous voyez que vous êtes largement majoritaire à être dans les griffes de ces GAFAM qui vont collecter des informations sur vous. Alors, juste pour présenter rapidement le livre, mais encore une fois, je ne rentrerai pas trop dans tous les chapitres parce que c'est assez varié. Mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment on passe en 2023 de cet état-là, donc ça c'est le Capitole le premier jour de la présidence de Trump, à cet état-là, qui est le Capitole le dernier jour de la présidence de Trump. Donc la prise du Capitole. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette prise du Capitole n'était pas du tout un effet de mode, hein, c'est pas des gens qui se sont réveillés le lendemain et puis qui ont décidé de faire ça et 3 jours après ils passaient à autre chose. C'était vraiment une évolution très très profonde de la société américaine avec 1 an plus tard, donc la plupart des partisans de Trump qui croyaient toujours que leur élection avait été volée, et quasiment, presque la majorité des Américains, que ce soit démocrates ou républicains, qui pensaient qu'il fallait faire 2 États-Unis séparés, c'est-à-dire scinder en fait les États-Unis en 2, pour vous montrer le degré de division auquel ils sont arrivés. Et donc l'idée avec ce livre Toxic Data, c'est de voir en quoi, si vous voulez, ce genre d'événement peut arriver, comment une société peut se transformer à ce point-là, et on a plusieurs indices qui montrent que ça se transforme aussi dans plein d'autres pays, et quel rôle peuvent avoir joué les réseaux sociaux et plus généralement les infrastructures numériques là-dedans. Alors, c'est des choses qui se répètent, hein. Ça c'est au Brésil au début de cette année, exactement le même scénario, même des informations, utilisation des réseaux sociaux de manière assez intensive, et en Europe, on n'est pas du tout à l'abri, puisque bon, il y a déjà eu le Brexit qui a été une douche froide, mais après, il y a eu donc, avant même, en fait, il y avait Orban en Hongrie, il y a eu donc les néofascistes qui sont arrivés en Italie, etc., etc. Donc juste pour un petit point très bref de rappel, ce qui est important de bien comprendre, c'est que si on parle d'influence des plateformes numériques, grandes plateformes numériques sur la société de manière générale, il faut bien comprendre que c'est un phénomène qui est récent. Ça a moins d'une génération, ça veut dire que la plupart des gens qui vivent aujourd'hui ne sont pas nés avec ces technologies-là, et que progressivement les générations sont remplacées avec des gens qui sont nés sous ces technologies-là. Et c'est des technologies qui sont pénétrées à la population très rapidement, puisque maintenant le taux de pénétration dans les pays développés, c'est plus de 70% pour les réseaux sociaux, que par exemple aux États-Unis, on passe plus de temps sur les médias numériques que sur la télé, etc., etc., et que en France, la proportion des gens qui s'informent au moins une fois par semaine sur les réseaux sociaux est passée donc de 18% à 38% en 10 ans. Ce qui veut dire que ce qui était vrai, même d'un point de vue scientifique, hein, dans les études sur l'impact des réseaux sociaux, etc., il y a 10 ans, n'est plus vrai aujourd'hui. Ça a tellement évolué qu'il faut à chaque fois remettre à jour. Donc la question qu'on va se poser, c'est en quoi les grandes infrastructures numériques participent-elles au dérèglement démocratique qu'on observe, la montée des extrêmes, etc. Alors, on ne va pas dire que c'est la seule cause, hein, parce qu'il y a plein d'autres causes, il y a aussi des crises économiques, climatiques, etc. Mais l'idée, c'est d'en comprendre la participation. Pour cela, on va pas mal utiliser des données qui viennent d'un dispositif qu'on a déployé à l'Institut des systèmes complexes, l'un qui s'appelle le politoscope, donc où on va suivre les principales personnalités politiques depuis 2016, à peu plusieurs milliers, plus des mots-clés, et ce qui va nous permettre de collecter, en gros, chaque jour, entre 500 000 et 2 millions de tweets d'interactions politiques qu'on va analyser, donc je vais vous montrer comment on peut le faire, et on a fait la même chose sur le climat.
Donc pour vous montrer un petit peu rapidement comment on peut utiliser ce genre d'observatoire et de traces numériques pour essayer de quantifier ces évolutions sociales et puis de démêler un petit peu les différentes choses, je vais vous montrer comment, en fait, déjà, on peut concevoir qu'il y a une géographie des espaces numériques, une géographie de l'information, et après, une fois qu'on aura cet espace-là, on va essayer de comprendre comment il est déformé par les différentes actions, notamment les actions de désinformation. Donc, de manière très schématique, ça c'est peut-être que certains d'entre vous connaissent à peu près déjà, mais si par exemple vous êtes sur Twitter, là on va beaucoup parler de Twitter parce qu'on a des bases de données Twitter et que bon, pour différentes raisons c'est intéressant, on en pourra en reparler, mais en fait ça s'applique à l'ensemble des réseaux sociaux où vous avez en gros des informations qui sont partagées d'un compte à un autre. Donc par exemple, comme ici vous avez Greta Thunberg qui dit quelque chose, là, une personne qui va être abonnée à Greta Thunberg va recevoir son message ici, mais cette personne-là, si elle a d'autres abonnés, le message va pouvoir circuler si jamais il le relaie, etc. Donc quand vous observez ce genre d'échange à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde, au bout d'un moment, ben, vous commencez à détecter des zones où les gens, les utilisateurs ont des interactions denses entre eux. Donc comme par exemple ici, vous avez 3 utilisateurs qui interagissent fortement entre eux, un peu comme quand dans une cour d'école, vous avez toujours les mêmes copains qui se retrouvent, et là vous dites, là il y a une bande de copains. Donc cette bande de copains au niveau de l'ensemble de la population sur Twitter, donc les quelques dizaines de millions de personnes ou centaines de millions de personnes, vous pouvez les détecter, donc avec des algorithmes de théorie des graphes, c'est assez simple au final. Une fois que vous avez détecté ça, eh bien vous pouvez commencer à analyser ce réseau en mettant en avant cet enrichissement sur la connaissance de la structure sociale. Alors qu'est-ce que ça donne ? Je vais commencer par le climat et après on viendra sur la politique, mais je vais commencer à vous dérouler. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas dans Toxic Data, c'est pour ça que je le présente aussi, c'est complémentaire, mais c'est des méthodes assez analogues. Donc si par exemple vous vous posez la question du climat, on observe nous depuis 2015 l'ensemble des interactions, enfin l'ensemble, une partie significative des interactions sur le climat sur Twitter. Et donc quand vous analysez ce graphe et que vous l'affichez, donc avec différentes techniques de visualisation, vous avez ce genre d'image. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière sur l'écran, mais ce que l'on voit ici, c'est que chaque point est un compte Twitter. Si on zoome dedans, on voit des petits filaments qui vont être les échanges d'informations. Et ici, en fait, vous avez la géographie des débats sur le réchauffement climatique avec 2 grands blocs qui se distinguent. À gauche, les gens qui sont pour le consensus, pour le constat du GIEC et la synthèse du GIEC, et qui pensent qu'il faut faire des choses, etc. Et à droite, les climato-sceptiques ou climato-dénialistes, qui pensent que soit le réchauffement climatique n'existe pas, soit que l'homme n'a pas d'impact du tout et que du coup il n'y a rien à faire. Et à l'intérieur de chacun des blocs, on a des sous-régions qui vont être des régions géographiques. Donc là, on a sorti un rapport récemment là-dessus, vous pourrez retrouver tout ça dans ce rapport-là. Et là, je vais essayer de vous montrer un peu comment ce genre d'espace se constitue et comment de la désinformation peut circuler. C'est-à-dire que l'idée qu'en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique ou que c'est pas dû à l'homme est en soi un élément de désinformation. Je passe ça, on pourra en discuter après. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'une fois que vous avez donc sorti, en gros, les structures et une sorte de géographie des espaces informationnels, avec à l'intérieur des communautés, donc des acteurs qui vont se synchroniser, qui vont avoir des représentations communes, et bien après vous pouvez travailler sur ces communautés et essayer de voir qu'est-ce qu'elles relaient et en quoi ce qu'elles relaient peut être douteux. Et donc là déjà dans un premier temps, sans se poser la question de savoir qui dit vrai, qui dit faux, on peut se poser la question de comment est-ce qu'ils disent et comment ils font circuler l'information. Alors si on regarde du côté des climato-sceptiques, si on compare en fait climato-sceptiques et pro-climat, on va les appeler, hein, ceux qui en gros reconnaissent l'origine anthropique du réchauffement climatique, et que vous prenez le cœur de ces communautés, c'est-à-dire que vous prenez uniquement les comptes qui sont là quasiment tout le temps, hein, sur une période par exemple de 1 an. Eh bien, au lieu d'avoir quelque chose de comme ça, où là, en fait, quand on compte les comptes, on a 70% de pro-climat et 30% de dénialistes, vous vous retrouvez avec ça, ou à droite, donc vous avez un gros cœur de climato-sceptiques qui sont très denses, et qui en fait sont un groupe d'influenceurs qui sont là quasiment tout le temps, et qui font les principaux narratifs de cette communauté climatique, climato-sceptique. Alors qu'à gauche, vous avez quelques experts qui sont un peu connectés entre eux, certes, mais en fait qui vont s'exprimer chacun, quand leur tour est venu, en fait, vous aurez au côté consensus GIEC, vous avez les experts en glaciologie, en feu de forêt, etc. etc.
si on continue à analyser un petit peu comment s'organise cette communauté climato-sceptique, vous voyez qu'il y a un agenda, en fait, il y a des actions qui sont un peu planifiées. Donc là, par exemple, vous avez l'évolution en haut pour les climato-sceptiques, en bas pour les pro-climat, du volume d'activité de tweets qui parle du fait que finalement le CO2 c'est bien parce que c'est bien pour les plantes. Et donc, c'est pas grave s'il y a plein de CO2, etc. Donc là, on voit une structure en peigne, en haut, qui en fait correspond à des actions du type, tous les lundis, je vais payer ma ferme à troll, ou alors je vais me synchroniser pour envoyer des messages qui vont dire que le CO2, c'est bon pour les plantes. Ensuite, on a une structure d'expertise côté climato-sceptique, qui est très très différente du côté pro-climat. En gros, pour résumer ces deux graphes, quand vous avez une expertise, eh ben vous vous exprimez beaucoup sur ce sujet-là. Par contre, c'est assez rare que vous ayez plusieurs expertises et que donc vous exprimez beaucoup sur plusieurs sujets à la fois. Ces courbes-là, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que ici, chaque courbe ici, c'est le nombre de personnes qui parlent de deux sujets en même temps, au moins 20 tweets, 30 tweets, etc., etc. Donc si vous prenez les personnes qui parlent au moins une fois à la fois feu de forêt et puis par exemple fonte des glaces, bah, vous avez beaucoup de gens qui vont peut-être relayer au moins une fois. Par contre, si vous regardez les gens qui ont relayé au moins 20 fois à la fois fonte des glaces et feu de forêt, bah, il y a peu, parce que c'est des gens qui sont à la fois experts de glace et feu de forêt, donc il y en a peu, et donc ça décroît. Et ça décroît pour toutes les combinaisons de thèmes que vous avez dans cet espace-là, qui est une décroissance assez normale. Quand vous regardez côté climato-sceptique ici, eh ben, ça décroît un peu normalement, mais après ça remonte. Et ça remonte par quoi? Parce qu'en fait, dans cette communauté-là, vous avez un cœur d'experts, pseudo-experts, hein, qui parlent absolument de tout, quitte à se contredire, et qui donc en fait produisent, comme on a vu tout à l'heure, tous les narratifs, mais donc ils se prônent en multi-experts. Et puis, on montre aussi que c'est des communautés où il y a beaucoup plus de robots, de comportements automatisés, même si ça reste très très minoritaire, hein, c'est quelques pourcents, mais ça reste 2 ou 3 fois plus de comportements automatisés que côté pro-climat. Donc là, vous avez le réseau Twitter de 2 robots, 2 comptes qui ont été identifiés comme des robots, donc ils vont inonder un petit peu de messages. Et ce qu'on a pu détecter, c'est que si vous regardez, donc ça c'est le paysage tel qu'il est actuellement, hein, à peu près, ça c'est fin 2022, et vous avez la France ici à 2 endroits, donc là c'est la France, les comptes qui sont pro-climat, et en bas là c'est la France, les comptes qui sont climato-sceptiques. Et bien ce que l'on voit, c'est que il y a une montée très très forte du climato-scepticisme en France depuis cet été, avec en fait un groupe ici qui s'est constitué, qui défend justement l'idée que peut-être il y a réchauffement climatique, mais finalement c'est pas l'homme, donc ça sert à rien d'intervenir, etc. On va voir pourquoi c'est très problématique, enfin en soi c'est très problématique, mais en fait ça s'intègre dans un paysage informationnel beaucoup plus large, et a priori avec une composante géopolitique. Ça c'est le genre de discours. Alors par exemple, la nouvelle nuance climato-sceptique, je dis nouvelle parce qu'on sait qu'il y a des climato-sceptiques, par exemple, payés par les énergies fossiles, pour dire que finalement, il ne faut pas agir trop vite, etc. Mais là, ce qu'on détecte depuis cet été, c'est qu'il y a une nouvelle nuance, qui est une nuance complotiste. Donc là, vous avez à droite, un peu l'un des messages qui a le plus circulé à ce moment-là, qui dit par exemple, attention, le discours Covid est en train de mourir, et bien maintenant, le nouveau discours pour contrôler les populations, ça va être le climat. Attendez-vous à un retour en force des thèmes climatiques. Donc, comme ça, on peut analyser les différentes communautés, on peut voir de quoi elles parlent, on peut voir donc que, par exemple, la communauté climato-sceptique utilise des stratégies très spécifiques en fait pour diffuser cette information, donc une concentration du pouvoir informationnel dans quelques mains, des comportements inauthentiques, etc. Et si du coup, après on regarde le leader de cette nouvelle communauté, enfin le nouveau leader, on a un compte comme ça. Donc là, vous avez un compte qui s'appelle Elpis, qui est apparu dans le paysage depuis, en gros, on va dire février-mars 2022, et qui s'est défini comme donc chercheur en sciences du climat. Il y a peu de temps, il était chercheur entre parenthèses indépendant en sciences du climat, et qui en fait tous les jours poste des dizaines de tweets climato-sceptiques, soit des trucs du sens commun du genre bah, il fait froid aujourd'hui, beaucoup plus froid que d'habitude, et on nous dit qu'il y a réchauffement climatique, donc on nous raconte n'importe quoi, soit des trucs très très techniques où il reprend des articles scientifiques, les détourne, etc., et aussi l'attaque le GIEC, etc.
Cette personne-là, donc, est anonyme, la photo est une fausse photo, c'est une photo trouvée dans le commerce, et comme nous, on a l'historique, en fait, de toutes les interactions sur le climat, si on revient dans le temps et qu'on regarde, en fait, comment était ce compte, on voit qu'effectivement, avant février, c'est un compte qui se définissait comme biostatisticien et qui faisait que de faire de la critique sur les mesures gouvernementales pour le vaccin, etc., etc. Donc il parlait absolument pas de climato-scepticisme, il parlait de climat, il parlait uniquement de la question du vaccin. Au moment de la guerre en Ukraine, il va commencer à relayer à faible bruit, mais avec des arguments vraiment très proches de la propagande du Kremlin, la propagande du Kremlin, en disant il y a des biolabs, il faut les dénazifier, etc. Et à partir de juillet, paf, il se met à être climato-sceptique et rebrande en fait son compte en expert du climat. Donc là, vous avez typiquement un acteur qui va intervenir sur les espaces informationnels de manière complètement opportuniste pour essayer de créer de la division. Et on voit que ça marche, au sens où là vous avez l'évolution du nombre de tweets jour par jour, donc depuis, là c'est 2021, depuis 2021, pour les climato-sceptiques en rouge, pour les pro-climat en vert, et vous voyez que en fait, à partir de juillet dernier, paf, vous avez une énorme activité climato-sceptique en ligne. C'est pas que en ligne, hein, quand on regarde les sondages en France du climato-scepticisme, le climato-scepticisme a pris 8 points, 8% entre l'année dernière et cette année, et maintenant c'est 37%. Et en politique, donc en politique, on peut faire le même genre d'analyse. Donc là, vous avez la reconstitution d'un paysage politique. Là, c'était le paysage politique tel qu'il était en 2017 lors des élections présidentielles. Et donc, vous avez ici les différentes communautés. Maintenant, ça va être les partis politiques. Quand vous faites ce genre de reconstitution, ce que vous pouvez faire, c'est après regarder comment circule l'information. Et par exemple, si on regarde les tweets, enfin les liens de pages web qui ont été identifiés comme contenant de la désinformation par Le Monde, à l'époque c'était Le Monde qui avait fait tout un truc de les décodeurs, fact-checking, et qu'on regarde où ça a circulé, eh bien vous voyez que ça a circulé de manière très très précise la désinformation dans juste certaines communautés. Donc on a montré que par exemple 70% de la désinformation au moment de la présidentielle de 2017, telle qu'elle avait été identifiée par Le Monde, on pourra en discuter, il peut y avoir des variables, et en tout cas 70% des 5000 URL identifiés par Le Monde avaient circulé en fait dans uniquement deux communautés, autour de François Fillon et Marine Le Pen à l'époque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les debunkings, donc les vérifications de ces fausses informations, elles, ceux qui les ont relayées, en fait c'est de l'autre côté, c'est dans d'autres univers, dans d'autres espaces informationnels. Ce qui fait qu'en fait, quand vous regardez l'espace politique sur Twitter, et en termes d'information, désinformation, vous voyez que c'est en gros comme un split brain en neurologie, c'est-à-dire que vous avez un hémisphère qui produit de la désinformation et l'autre hémisphère qui essaye de la vérifier, mais en fait ça se croise jamais. Donc là ça pointe un peu des limites à la question de fact-checking, même si ça reste très important. Et l'autre chose importante, c'est que il y a eu des études qui montraient que la désinformation se diffuse plus vite, plus loin, etc., un peu alarmiste. Ce qu'il faut bien voir, c'est que nous, ce qu'on a montré, c'est que si on prend en compte la structure sociale, on voit qu'effectivement ça diffuse plus vite, plus loin, même si ça reste très très minoritaire, hein, la désinformation c'est 1 sur 10 000 tweets, hein, c'est pas non plus une grosse vague, mais c'est surtout ça diffuse de manière très très locale, c'est-à-dire que ça diffuse au niveau des chambres d'écho, donc de ces communautés de manière très très locale. Après, si on veut aller au-delà de juste la désinformation, donc ça c'est toute une partie du livre qui l'aborde, c'est qu'en fait pour moi c'est pas le principal problème la désinformation, même si c'est un problème, mais le principal problème c'est toute l'influence de l'opinion qu'il y a derrière, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas forcément ni vraies ni fausses, mais qui sont des sentiments qui vont se diffuser sur telle personnalité politique finalement elle n'est pas si bien, ou elle est mieux, ou telle cause n'est pas si bien, ou ne vaut pas d'importance. Et ce que l'on peut montrer, donc là c'est vous aussi vous retrouvez dans le livre toute une analyse sur ça, c'est que sur les 5 ans de la première présidence d'Emmanuel Macron, eh bien, le paysage politique s'est complètement déformé. Hein. Ici, vous avez le paysage politique tel qu'il était avant la présidentielle de 2017, où on va ici de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen, en passant par des communautés intermédiaires qui sont Parti Socialiste, LR, etc. Hein, et donc, vous avez un peu l'Assemblée nationale. Et en 2022, les choses changent de tout au tout. Vous avez déjà des nouvelles communautés, donc il y a la communauté d'Emmanuel Macron par exemple, mais il y a aussi la communauté Reconquête qui est là. Je vais le mettre à la souris pour que les gens qui sont à distance puissent le voir. Donc là vous avez la communauté Reconquête qui est apparue, et vous avez une communauté ici qui est apparue pendant la pandémie, qui est une communauté complotiste
plutôt tendance extrême droite, et qui va avoir un effet assez important sur justement la diffusion à la fois de désinformation, mais aussi d'hostilité de manière générale en ligne, de par ses leaders, parce qu'après dedans il y a des gens qui y sont de manière assez sincère, et donc il va jouer sur la désinformation. Donc, toute cette déformation de l'espace informationnel, on peut l'observer, on peut essayer de le quantifier et d'en comprendre les raisons, et il y a plusieurs raisons, alors ça je passe, mais juste pour vous donner un petit peu une idée des pistes donc, qui sont développées dans Toxic Data, faut savoir que donc, on disait tout à l'heure que les gens sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ont une très bonne pénétration. Une personne qui est sur un réseau social, en général, elle récolte l'information de ce qu'on appelle son fil d'actualité, c'est-à-dire c'est une page où on en met l'ensemble des messages qui ont été produits par l'environnement social. Sur Facebook, en moyenne, quelqu'un a plus de 300 amis, c'est-à-dire que chaque jour, vous n'allez pas lire les 300 posts de ces 300 amis. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne lisez qu'une petite partie de ce que votre environnement social produit, et cette petite partie, en fait, elle est filtrée par l'algorithme de recommandation de la plateforme. La question, c'est comment elle est filtrée? Dans quel intérêt elle est filtrée? Et en fait, elle n'est pas du tout filtrée dans l'intérêt des utilisateurs, elle est filtrée dans l'intérêt de la plateforme, et ça, c'est ce que j'ai décrit dans Toxic Data. Il y a plein d'effets collatéraux de ça, notamment le fait que ça va fragmenter le tissu social, ça va augmenter l'exposition à la négativité, c'est des choses qu'on a mesurées. Hein, on peut savoir que, par exemple, le taux de toxicité des messages en termes d'insultes, etc., que vous voyez dans vos timelines, peut être jusqu'à plus que 50% plus fort, voire parfois, pour certaines personnes, 50% c'est en moyenne, mais pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à 300%, plus important que ce qui est effectivement produit par vos amis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de filtrage de ce qui est produit par votre environnement social pour vous montrer, qui en fait est complètement biaisé. On pourrait y revenir, là j'ai quelques slides qui illustrent ça. Et je vais juste terminer rapidement, mentionner, donc il y a toute une partie dans le livre qui parle sur le fait qui explique comment, par design, les infrastructures numériques, en fait, en gros, partent en vrille. C'est-à-dire que par design, rien que le fait qu'elles optimisent des variables telles que l'engagement fait qu'il y a des effets toxiques pour la société, de fragmentation, de polarisation, etc. Mais en plus, par-dessus, il y a aussi des activités. Donc ça, c'est toute la première partie, en gros. Et en plus, il y a des actions intentionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui utilisent ces nouveaux environnements pour leur profit. Et notamment, donc, la Russie a été un des premiers États à mettre en place des agences, en gros, d'influence numérique pour essayer de déstabiliser ses adversaires dans le cadre d'une guerre hybride. Donc là, par exemple, vous avez une photo qui était donc une photo officielle, hein, c'était sur le site du Kremlin. Officiellement, c'était une réunion où Poutine réunissait les chefs de son état-major pour parler de la Moldavie. En fait, en pratique, ça c'est des fuites de documents qui ont été révélées par le Guardian en l'été 2021. En fait, c'était pas du tout ça. Il s'agissait de planifier l'interférence sur l'élection américaine de 2016. Je ne l'ai pas dit, mais ça, c'était janvier 2016. Et donc, les fuites qui sont apparues montrent que, en fait, l'objectif, c'était de mettre Trump au pouvoir. Si je traduis, hein, vous voyez ici, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas le lire, mais en gros, ce que disent ces deux extraits qui ont fuité, il y en a plus, hein, mais ça, c'est ceux qui sont fuités dans la presse, ce qu'a dit, c'est qu'en gros, il voulait planifier le fait d'agir sur l'espace informationnel des États-Unis en créant l'hostilité, en faisant apparaître une crise sociale et en favorisant Donald Trump. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, juste, il y a une expression qui est importante, hein, c'est modulation du débat politique sociétal aux États-Unis avec un déplacement du vecteur vers la délégitimation dans la conscience collective du système gouvernemental et du futur président élu. Donc il s'agit vraiment de miner la démocratie de l'intérieur de manière à ce qu'en gros plus rien ne marche et qu'on remette en cause à la fois le gouvernement, mais les journalistes et les scientifiques, etc. etc. C'est toute ressemblance avec ce qui se passe en France. Bref. Et donc il disait, il faut absolument que Trump arrive au pouvoir, parce que c'est le plus instable et le plus manipulable, et en faisant allusion à d'éventuels compromates.
Donc on a des instrumentalisations de ces environnements numériques. Donc la Russie a une frame à troll qui se déploie sur différents environnements, mais il n'y a pas que la Russie, il y a la Chine, etc. Et puis il y a aussi des États démocratiques qui utilisent ce genre de technique. Il faut juste en être conscient. Et donc une des pratiques un peu génériques dans ces nouveaux environnements, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing, c'est-à-dire on va faire croire, créer l'illusion de l'adhésion d'une foule factice à une cause. Alors, le fait qu'elle soit factice, ça c'est caché, c'est-à-dire la foule est fabriquée, mais c'est pour donner l'illusion qu'il y a des gens qui adhèrent à une cause. Et donc, pour ça, déjà depuis quelques années, hein, depuis quasiment 15 ans, les États-Unis avaient fait des appels d'offres pour lancer des logiciels qui permettraient de gérer comme ça une espèce d'armée numérique de manière complètement centralisée pour faire de l'influence en ligne. Maintenant, vous imaginez qu'à l'ère de ChatGPT et des intelligences artificielles, on est beaucoup plus fort. Ça a été effectivement observé. On a vu ces techniques d'astroturfing. Alors l'astroturfing peut être fait par des robots, hein, mais il peut aussi être fait par des humains qui se font passer pour. Donc c'est par exemple, ça c'est documenté dans Toxic Data, il y a eu en 2017 une guerre des mèmes, c'est-à-dire notamment c'était tous des groupes de l'extrême droite américaine qui, dans l'entre-deux tours et un peu avant le premier tour, sont arrivés sur les réseaux sociaux numériques français en se faisant passer pour des fillonistes, des mélenchonistes, pour dire bah en fait Le Pen c'est quand même mieux que Macron. Et donc ils ont déployé ce genre de choses. Et ce sont des stratégies donc, qui reposent sur le fait que les messages postés, donc là ici des tweets, ressemblent à des tweets émis par des utilisateurs du terroir, mais en fait sont émis de l'extérieur. Ces genres de messages aussi utilisent beaucoup la théorie du complot, du genre on vous cache, etc., machin ne fait pas 30%, c'est faux, il ne fait que 15%, etc. Et ça va profiter des propriétés des espaces numériques, hein, notamment l'instantanéité des médias numériques qui permettent de faire des opérations coup de poing émotionnel. Exemple de mèmes qui circulent, hein, vous inondez les partisans du parti animaliste de ce genre de mèmes 3 heures ou 4 heures avant qu'ils aillent dans l'isoloir, et peut-être qu'ils se poseront une question avant de voter Macron ou Marine Le Pen, sachant que c'est très facile d'identifier les membres du parti animaliste sur Twitter, de même qu'on a identifié, comme je vous l'ai montré, un peu tous les partis. Bon. C'est ce genre de mème aussi qui a circulé en 2022. Ils vont réutiliser aussi des choses vraies qui peuvent choquer de manière légitime, mais c'est la question de la temporalité, de l'action, de faire croire, etc. Et donc on a pu observer ce genre de choses. Enfin, juste pour conclure, parce qu'il y a tellement de sujets, mais je pense que c'est important d'aborder le côté intelligence artificielle. Donc, ce genre de technique de démultiplication de la présence en ligne, vous imaginez bien que si je peux avoir une intelligence artificielle qui 24 heures sur 24 va me piloter 100 000 comptes de manière totalement humaine, eh bien, je vais tout à coup avoir une force de frappe assez importante. Là, vous avez une citation qui explique que donc, les systèmes autonomes tels qu'on les connaît aujourd'hui seront bientôt omniprésents dans les espaces numériques, mais aussi hors ligne, et que notamment ils sont en train d'utiliser toutes les données ouvertes et aussi les données hackées, genre base de mail, pour préparer les attaques de demain. Et en fait, la personne qui a écrit ça, c'est rien d'autre que ChatGPT 2, maintenant on est au ChatGPT 4, sachant qu'entre chaque ChatGPT, il y a un saut monumental. Et pour rappeler juste l'histoire des agents conversationnels en ligne, ça a commencé avec Microsoft qui a lancé en fanfare cette intelligence conversationnelle qu'elle a dû fermer 2 jours, enfin le jour même en fait, parce qu'elle était devenue raciste, antisémitiste, elle s'était fait troller par l'extrême droite, donc et à la fin elle disait voilà, il y a un petit cadeau, elle disait voilà, Bush a fait 9/11 et Hitler aurait mieux fait des choses mieux que ce qu'on fait maintenant, bref. Et ce qu'il faut voir, c'est que donc depuis on a ce genre de choses, donc on a génération quasiment parfaite d'images synthétiques, donc ces personnes n'existent pas, elles ont été régénérées à la volée, par des intelligences artificielles. On a les mid-journées, si vous savez peut-être, donc qui va vous créer n'importe quoi, n'importe quelle scène. On a déjà vu, là, par exemple, dans les manifestations, il y a eu des images d'un vieillard en sang qui circulait, et en fait ça a été généré par mid-journée. C'est déjà utilisé sur le terrain
par exemple au Burkina Faso, hein, des vidéos, là c'est des fausses vidéos, des deepfakes, pour faire croire que les rebelles et la junte avaient le soutien de personnalités américaines. Il y a la réutilisation aussi de l'audio. On va prendre des voix de personnages célèbres pour faire croire qu'elles sont pour telle ou telle cause. Il y a par exemple cette personne-là, qui a un politique américain, un chercheur, qui a dit « Attention, si quelqu'un vous contacte de ce numéro-là en visio, c'est pas moi, c'est une deepfake. » Donc c'est juste pour vous montrer à quel point les choses avancent vite. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a appris que François Hollande, mais aussi avant Christine Lagarde, avait aussi été piégée et avait discuté 15 minutes avec des gens dont elle croyait que c'était l'ancien président d'Ukraine ou Zelensky, alors qu'en fait, pas du tout. C'était des imitateurs qui avaient peut-être utilisé des technologies deepfake, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est le niveau de pénétration. Alors, je termine, je conclus. C'était juste pour vous donner un petit panorama. Mais en tout cas, ce que vous retrouverez dans Toxic Data, c'est vraiment un peu, de manière beaucoup plus approfondie, à la fois comment les réseaux sociaux, mais de manière générale, hein, les infrastructures numériques, toutes les ficelles qui font que ça dérègle la démocratie, en prenant en compte un peu grand 3 points. Le premier, c'est le côté déspatialisation des réseaux sociaux. Il n'y a plus de géographie, donc quelqu'un qui est à Saint-Pétersbourg dans sa ferme à troll, il peut aller agir sur l'élection française. Il n'y a plus de problème. Et la massification, hein, vous pouvez faire des groupes de 100 000, 200 000, 1 million de personnes, il n'y a pas de problème. L'instantanéité, hein, il y a beaucoup de coups d'opérations qui se font vraiment genre quelques heures avant une élection, juste pour agir sur le côté émotionnel et essayer d'influencer l'élection. Et le côté confusion des identités. Donc là, bien prendre conscience que la plupart des messages que l'on voit, on ne connaît pas l'auteur ni les conditions de production. Et donc ça, c'est vraiment la thèse qui est au début du livre, dont a parlé Daniel, c'est-à-dire que ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a vraiment interférence entre, d'une part, la nature humaine, et notamment notre cognition, et le type d'interaction qu'on peut avoir dans ces environnements numériques. Il y a plein de biais qui sont amplifiés, et qui du coup mènent à distorder les choses. C'est exploité dans un contexte géopolitique, oui. Et que dans ce contexte, si on continue, eh bien, les démocraties seront des États transitoires. Il faut savoir que ça n'a pas toujours existé et que ça n'existera peut-être pas toujours. Voilà, je m'arrête là, on pourrait parler des heures, mais j'ai essayé de faire un petit panorama. Voilà. C'est sûr. Bon, nous passons aux questions. Bonjour, merci, c'était très intéressant et très inquiétant aussi. Si vous deviez vous projeter dans ce qu'on nous promet parfois, le métaverse, où donc on a non seulement un écran d'ordinateur, mais à la limite on est soi-même en quelque sorte dans la machine, comment est-ce que vous extrapolez ce que vous avez constaté ? Alors, le métaverse, c'est ce qu'on vient de montrer, mais puissance 10. En fait, si vous voulez, toutes les technologies d'intermédiation sociale, c'est-à-dire qui vont se mettre entre vous et votre interlocuteur pour canaliser vos interactions, en fait, plus l'interaction sera canalisée, plus il y aura de risques, en fait. Donc le métaverse, c'est quoi? C'est non seulement c'est le texte, mais c'est l'image, c'est ce que vous regardez, c'est tout votre environnement qui est reconstitué. Donc si vous avez... Alors il y a plusieurs questions. Il y a la question du fait que ça risque d'être complètement centralisé. Donc on peut avoir quelque chose de assez sûr, mais très centralisé. Donc là, vous êtes dans les mains de l'entreprise qui fait le truc et qui peut orienter vos trucs. Et après, s'il y a des failles dedans, si d'autres acteurs peuvent entrer et donc modifier les choses, et ben là, vous pouvez vous retrouver dans des espaces où la désinformation est tellement réaliste, encore plus réaliste que ce qu'on voit là, que vous ne ferez plus la distinction entre la réalité et ce genre de problème. Mais il y a plein d'autres problèmes sur le métavers, mais même si c'est une technologie qui peut être intéressante, ça mettrait beaucoup de temps à déployer, mais si ça vous intéresse, on sort dans à peu près une semaine ou deux une feuille de route européenne sur les médias numériques et le bien-être de l'humanité, et il y a tout un chapitre sur les problèmes liés au métavers, les opportunités, mais aussi les problèmes liés au métavers. Bonjour, merci beaucoup pour ce compte-rendu qui fait peur. Je voulais juste avoir votre avis... Excusez-moi. Je voulais juste avoir votre avis sur la mise en place par l'Union européenne du Digital Services Act, oui, et savoir si il est réaliste et possible de maîtriser la désinformation sur le net, les réseaux sociaux.
Très bien. Alors déjà, c'est vrai que là, ce que j'ai présenté, ça fait peur, mais en fait, j'ai dû m'arrêter juste au moment où je proposais les solutions. Donc, il y a quand même des manières de s'en sortir, et notamment, par exemple, donc la régulation et ce qui se fait avec le Digital Service Act et Market Act en fait partie. Donc vraiment tout n'est pas perdu, au contraire, hein, le numérique c'est plein d'opportunités, c'est juste qu'on s'en sert mal à l'heure d'aujourd'hui. Alors pour ce qui est donc de ces régulations-là, donc elles vont dans le bon sens, ça c'est sûr. Le problème c'est que en fait la recherche est très en retard. Je ne sais pas si c'est mon connecteur, mais en fait pour se poser la question de comment on régule ces espaces numériques, il faut faire de la recherche pour comprendre en fait quels sont les effets systémiques de ces infrastructures. Et bon, moi je discute avec les instances de régulation, très concrètement, elles ne savent pas où est-ce qu'il faut réguler. Donc nous, on arrive, on a des idées, hein, mais comme déjà toutes les données sont fermées, etc., c'est très dur de faire des analyses assez poussées sur ces grands réseaux. Donc la première étape, c'est déjà de forcer ces grandes infrastructures à s'ouvrir à la recherche pour qu'on puisse faire des audits, et qu'après on puisse dire, ça, si vous faites ça comme ça, là il y a un risque systémique, là ça va, et là où il y a des risques systémiques, il faudrait donc le réguler de cette manière-là. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que les Digital Service Act et Market Act, etc., vont être mis en œuvre, ce qui est très bien, enfin ils vont être publiés, mais après, tout le monde va dire, ben, comment est-ce qu'on fait ? Sachant que même les ingénieurs en interne de Facebook, Twitter, etc., souvent ils ne comprennent même pas en fait comment ils ont fait, parce qu'il y a 10 000 équipes qui se coordonnent, et ils n'ont aucune... la seule moyen de savoir s'ils mettent tel paramètre, c'est vraiment hyper manuel, hein, c'est assez de la bidouille. Hein. S'ils mettent un facteur 3 à tel paramètre, qu'est-ce que ça va donner au niveau collectif? C'est juste de le tester. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir de la recherche qui permet de modéliser tout ça et de vous dire, bah, si par exemple vous rentrez la photo de profil dans un algorithme de recommandation, ça ne va pas aller parce qu'au bout d'un moment, ça veut dire qu'on va détecter les origines ethniques et puis vous allez avoir un appareillage ethnique à la fin. Donc tout ça, c'est une recherche qui doit être faite et qui après doit donc alimenter effectivement la régulation. Oui, je voulais savoir si on avait déjà un petit peu de données qui permettaient de plus ou moins quantifier quelle partie des réseaux sociaux allait être peut-être la plus problématique. Donc typiquement, à la fin, tu mentionnais la problématique qui peut être posée par ChatGPT. Est-ce qu'on sait, par exemple, si du moment qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans des groupes de désinformation, de toute façon on est confronté au problème, ou est-ce que vraiment ça va dépendre de manière disproportionnée de est-ce qu'on a tel algorithme de recommandation, est-ce qu'on a tel type d'interactions qui sont possibles ou proposées par le réseau, etc. Alors oui, alors, tout à fait. Enfin, nous on a plein de résultats là-dessus. Il y a plusieurs papiers d'ailleurs qui sont sortis en préprint récemment. Mais donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le côté astroturfing, c'est-à-dire on démultiplie les présences. Donc ça, c'est plutôt du côté de la plateforme de réguler ça. Eux, ils doivent pouvoir détecter le fait que tout d'un coup, il y a 10 000 utilisateurs un peu nouveaux avec un profil, etc. Donc ça, c'est à la plateforme de réguler. Et là, effectivement, si ce n'est pas modéré, ce genre d'activité, ça peut influencer l'espace informationnel par l'effet de foule. Hein. Mais après, il y a la question des fausses informations. Si on arrive à atténuer l'astroturfing, et que c'est juste une question de désinformation. En fait, là, c'est les algorithmes de recommandation qui sont les principaux responsables. Parce que ce qu'on montre, c'est que la désinformation, en fait, en général, elle reste là où elle arrive, hein, sauf si elle commence à être recommandée à droite, à gauche. Et donc, en fait, c'est les algorithmes de recommandation qui font qu'un petit groupe arrive à diffuser. Et ce que l'on montre, par exemple, c'est que tels qu'ils sont configurés actuellement, par exemple sur Twitter, on suramplifie les contenus négatifs, on suramplifie les contenus toxiques, on concentre le pouvoir, ça c'est montré vraiment empiriquement et théoriquement, par les deux moyens, qu'on va concentrer le pouvoir entre les acteurs les plus toxiques, c'est-à-dire que les influenceurs en fait, sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas influenceurs par une propriété intrinsèque, ils sont influenceurs à la fois parce qu'ils produisent, la qualité de ce qu'ils produisent, mais aussi parce que ça se couple bien avec les algorithmes de recommandation. Et donc, on sait aujourd'hui que pour gagner en influence, par exemple, il faut être polémique et clash, etc., parce que c'est ce qui diffuse le mieux. Mais ça, c'est une propriété de l'espace numérique, ce n'est pas une propriété de la personne. Donc, on sait qu'il y a plein de paramètres qui sont introduits dans ces algorithmes de recommandation qui sont nuisibles. Et ça, on commence à avoir des résultats, oui. Bonjour. Finalement, l'utilisation que vous faites, enfin, la manière dont vous présentez vos résultats, vous parlez d'algorithmes, vous parlez de graphes, etc. Et c'est beaucoup de résultats qui ne sont pas forcément accessibles pour tout le monde.
Ça effraie même beaucoup de gens de parler d'algorithmes. Et comment est-ce que vous voulez, en tant que scientifique, convaincre les gens des risques de la manipulation, par exemple par les bots, alors qu'on est dans un climat de scepticisme envers les scientifiques? Alors déjà, j'ai écrit un livre, c'est pour ça. Oh, le livre Oui, est vraiment sûr. très abordable. Hein. Je l'ai fait exprès pour que ça soit très abordable. J'ai même voilà, des gens de tout niveau d'éducation hein, qui sont réussis à rentrer dedans. Après, on fait donc des... après, c'est quelque chose de collectif. Hein. Une seule personne, on est plusieurs, mais on n'est pas assez pour arriver à sensibiliser les gens là-dessus. Moi, personnellement, j'essaie de le faire donc à la fois via des livres, on fait des expos aussi, donc j'ai fait des choses un peu plutôt arts et sciences, on fait des interventions médias, pas mal de choses. Mais c'est vraiment une tâche collective. Hein. C'est vous qui allez parler à vos amis, parler de ce que vous allez voir, etc. C'est parce que c'est le premier, hein, dans les 18 pistes, hein, l'une d'elles qui est absolument évidente, c'est l'éducation. On n'est pas éduqué à bien comprendre les médias numériques, comment ils fonctionnent. Hein, quand je parle... Une fois, j'ai parlé dans le métro, je voyais un couple donc il se trouvait que c'était des personnes âgées, mais je pense que c'est toutes les générations. Ils parlaient entre eux, ils se racontaient des choses complètement dingues en termes de véracité. Je leur ai dit, vous avez vu ça où? Ils me disent, sur CNews. Alors je dis, bah bon, mais alors, vous regardez pas d'autres médias comme, je sais pas, d'autres télévisions? Ils me disent, non, de toute façon, c'est tous des menteurs. Alors je leur dis, mais CNews aussi. Oui, CNews, oui, mais nous, on se fait notre opinion. Et je dis, vous avez les réseaux sociaux? Il fait, oui, sur Facebook, on a le truc qui défile. Voilà. En fait, si on comprend pas que le truc qui défile, c'est une information qui est filtrée et que, en fait, c'est pas la vision du monde, et ben, bon, là, c'est un cas anecdotique, hein, mais c'est vraiment une question d'éducation. Hein. Il faut vraiment comprendre. Et il y a d'autres dimensions dont je n'ai pas pu parler, mais il y a la dimension émotionnelle qui est très très exploitée. Il y a des petits trucs à savoir en fait pour pouvoir se prémunir des influences, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. En lien avec ce que vous venez d'évoquer, j'avais une première question, mais en lien avec ce qui vient juste d'être évoqué. Je me demandais finalement quelle était la proportion de la population qui était affectée par le genre de raisonnement que vous venez de décrire. Alors, en fait, si vous voulez, c'est toujours difficile de donner une proportion. Mais pour avoir des ordres de grandeur, hein, aux États-Unis, c'était 80 millions de supporters de Trump qui étaient convaincus que l'élection était volée. En France, vous avez... sur Facebook ou sur Twitter, vous avez donc plusieurs millions de personnes. Vous regardez le climato-scepticisme, donc le climato-scepticisme a gagné 8 points, donc c'est 8% de la population française qui a été acquise à cette cause. Maintenant, c'est 37% en France. Hein. Oui, c'est ça, 37%, je crois, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que du moment que vous avez que l'ordre de grandeur, c'est quelques pourcents, hein, même si vous n'avez que 5% ou 10% de la population française qui est vraiment pris dans ce qu'on appelle des trous de lapin, c'est-à-dire des espèces de chambres d'écho numériques où on dit tout le temps la même chose et tout est faux, mais les gens sont convaincus que c'est vrai parce qu'autour d'eux, c'est tout pareil. Donc si vous avez 5 ou 10% des personnes qui sont convaincues de ça, c'est 5 ou 10% de personnes qui sont en fait, entre guillemets, dans les mains d'un petit groupe d'influenceurs qui vont pouvoir les orienter à droite ou à gauche, et qui vont pouvoir faire des actions le jour J. Donc si vous avez 5% de la population française qui, par exemple, fait des manifestations tous les samedis, c'est énorme, en fait, en termes d'impact social, etc., etc. Donc c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est des environnements qui sont tellement centralisés et qui permettent aussi une telle centralisation de la manipulation d'opinion que si vous avez des acteurs qui arrivent à mettre la main sur quelques pourcents de la population comme ça, eh bien, ils arrivent à avoir une force de conviction assez importante et du coup à créer des événements d'ampleur assez importante dans le monde réel. Donc c'est évidemment que la majorité des Français ne sont pas manipulés par les réseaux sociaux, mais il suffit que ce soit une minorité, si elle est très active, ça pose des gros problèmes. J'avais une seconde question. À votre avis, est-ce qu'on assistera à un désengagement de tout un chacun vis-à-vis de tous les réseaux sociaux, toutes les pratiques qui semblent envahir nos vies? Et finalement, est-ce qu'on, dans un futur hypothétique, est-ce qu'on n'abandonnera pas et ce genre de technologie, on se retournera vers des choses plus humaines? Par exemple, la FNAC a une campagne qui concerne les algorithmes de recommandation et on voit
est-ce que finalement on préfère se faire recommander un coup de cœur par des proches concernant un livre ou un film, ou alors par un algorithme? Est-ce que finalement on n'aura pas un désengagement, une prise de conscience de par ce qu'on est nous en tant qu'être humain, et enlever le côté un peu superfétatoire de... C'est tout ce qu'on peut espérer, hein. Moi, c'est aussi ce que j'espère avec ce livre-là. Après, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, au sens où pouvoir échanger avec sa famille qui est dans un autre pays, ou faire des communautés de spécialistes du point de croix de manière internationale, c'est quand même assez génial. Donc, ce vers quoi on va aller, surtout notamment à cause de l'IA, parce que l'IA va commencer à envahir les réseaux sociaux, etc., c'est des réseaux sociaux qui vont être plus sûrs, plus fermés, et certainement aussi qui vont mettre l'accent sur les personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Enfin, en tout cas, les gens, les utilisateurs, ce serait ma recommandation, c'est vraiment de commencer à réfléchir à plutôt comment on peut utiliser ces technologies pour être en contact avec des gens qu'on connaît dans la vraie vie, éventuellement des gens qui connaissent des gens qu'on connaît dans la vraie vie, mais pas cette espèce de bouillabaisse où il y a un peu n'importe quoi. Donc on peut effectivement souhaiter que les réseaux sociaux ou ces technologies servent à mieux nous connecter dans la vraie vie plutôt que de mieux nous connecter dans la vie hors ligne. Mais après, comment les gens vont réagir à ça, c'est assez imprévisible, je dirais, parce qu'on regarde même sur Twitter, vous avez un technofasciste qui a racheté Twitter, qui l'utilise vraiment n'importe comment, qui l'utilise pour faire de la guerre culturelle, etc. Et quand même, vous avez beaucoup de journalistes et d'hommes politiques qui restent sur Twitter et qui continuent à faire de l'influence parce qu'ils ont acquis un capital social là-dessus et qu'ils ne veulent pas le perdre. Donc il y aura certainement une transition, mais quand même, il ne faut pas sous-estimer la capacité, si vous voulez, à la fois d'attraction et aussi d'effet cliquet, c'est-à-dire une fois que tout le monde est dedans, c'est très dur de sortir de ce genre d'infrastructure. Après, voilà, effectivement, hein, avoir des relations plus humaines, on peut que le souhaiter. Hein. Oui, j'ai testé Mastodon qui est sur le papier un réseau social parfait puisqu'il n'y a aucun algorithme de recommandation ou de filtrage, c'est uniquement des messages par ordre chronologique sur les personnes qu'on suit. Mais au final, ça ressemble beaucoup à une chambre anéchoïque où c'est assez sec et ça donne l'impression d'être assez restreint en termes d'interaction sociale par rapport à... Alors, en fait, il y a deux choses. La question, à quoi ça sert un réseau social? Est-ce que ça sert à vous connecter avec des gens que vous connaissez ou ça sert à découvrir des choses que vous ne connaissez pas? Donc, si ça vous sert à vous connecter avec des gens que vous connaissez, ça, Mastodon, c'est le truc idéal. Après, la question, c'est la découverte. Et en fait, on est un peu addict avec les Twitter, etc., parce que effectivement, ça nous fait découvrir plein de choses. Après, il faut voir la qualité de ces choses-là. Bon, pour le côté découverte, il faut bien voir qu'un réseau comme Mastodon, par exemple, sur le papier, effectivement, ça pourrait. Et en fait, ce qui va se développer, c'est certainement des nouveaux algorithmes de recommandation sur des réseaux alternatifs comme Mastodon pour les rendre un peu plus intéressants en termes justement de contenu. Mais il faut bien voir qu'une infrastructure comme Mastodon, c'est une infrastructure qui est libre. C'est un développeur avec certainement une équipe autour, mais qui a développé ça. Et en face, vous avez des milliers de développeurs qui vont vous développer un truc hyper ergonomique. Donc la question, en fait, c'est de savoir pourquoi nous, en tant que citoyens et la puissance publique, on n'investit pas massivement pour, par exemple, prendre Mastodon, c'est libre, hein, vous le prenez, vous mettez dessus un algorithme de recommandation en faisant un truc, attention à ce qu'il soit meilleur que sur Facebook, et vous avez un truc meilleur que sur Facebook ou sur Twitter. Hein, c'est vraiment, il ne faut pas être passif par rapport à ces environnements. Il faut vraiment les créer soi-même. Nous, on travaille dessus aussi à l'Institut Système Complexe, mais il faut bien comprendre qu'on nous a donné un truc gratuit en disant, tenez, c'est gratuit, on a sauté dedans, on a dit c'est génial, et en fait, au final, c'était surtout parce que c'était nous le produit, mais on sait maintenant que c'est intéressant, construisons nos propres trucs, quoi. Oui, en vous écoutant, je suis assez frappé parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'analogies avec le monde du commerce en ligne qui s'est développé de manière fulgurante. Alors, par exemple, quand vous parlez d'infrastructure, l'infrastructure, elle ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire qu'elle est fondée, elle a été créée par toute une série de systèmes industriels. Et donc, je trouve que dans les problèmes que vous pointez, ce sont des problèmes qu'on va retrouver, par exemple, sur la sincérité, la vente des produits avec des entreprises comme Amazon et tout ça. Donc, ma question est-ce que dans vos recherches, vous allez regarder ce qui se passe en termes de régulation dans des secteurs commerciaux
qui grosso modo utilisent des technologies communes avec ceux des fake news, ou est-ce que pour vous c'est des mondes totalement disjoints? Non, pour moi c'est les mêmes mondes. D'ailleurs dans Toxic Data, il y a un chapitre typiquement sur le micro-ciblage, et ce qui s'est passé en fait, c'est que des techniques de micro-ciblage qui sont devenues hyper performantes ont été après remobilisées en politique pour faire de l'influence d'opinion. Et les régulations sur politique doivent être encore plus contraignantes que celles qui sont pour le micro-ciblage, mais elles doivent s'inspirer de ça évidemment. Donc oui, tout à fait. C'est une autre partie du problème, dont là, j'ai pas du tout pu aborder ça, mais tout revient en fait à de la commercialisation et des infrastructures qui sont là. Il faut bien comprendre que ces infrastructures, elles sont là pour juste capter à la fois de la donnée, donc ça c'est l'histoire capitaliste de surveillance, mais aussi, et ça c'est, je vais vous vendre des chaussures, etc., mais le capitalisme de surveillance, donc, qui a été un concept développé notamment par Susanna Zuboff, qui dit qu'on va vous proposer des infrastructures juste pour apprendre plus sur vous, pour mieux vous vendre des choses. Ça n'explique pas pourquoi à la fin, en termes social, on a des gens qui peuvent plus se parler, et c'est de l'hostilité, etc. Pour comprendre ça, c'est vraiment tous les chapitres après de Toxic Data, donc ils continuent sur cette lancée. Pour comprendre ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la vente de vos données. Ce qui intéresse, c'est aussi le fait de pouvoir canaliser vos interactions avec les autres. C'est l'intermédiation sociale. Donc, du coup, ce qui va être vendu, c'est aussi l'influence sociale, mais pas au sens où je vais vous influencer dans vos goûts aussi, hein, c'est notre partie, mais je vais influencer la manière dont le social va se structurer. Par exemple, simplement parce que c'est plus facile de vendre des bouquins quand tout le monde est regroupé par communauté bien compartimentée avec les mêmes goûts que quand les gens sont un peu hétérogènes. Donc il y a aussi par-dessus le côté vente en ligne et acquisition de données, un côté ingénierie du social lui-même. Oui, mais il y a quand même un autre problème qui est une couche au-dessus. C'est-à-dire que si les gens se regroupent d'une certaine manière, c'est parce qu'ils ont un problème à régler, c'est que le monde change vite, il est devenu complexe. En ce moment, récemment, j'ai relu un vieux livre qui s'appelle Le choc du futur, de certain Toffler, qui a publié ça en 1970 et qui essaie d'expliquer le monde d'aujourd'hui. Bon, à 80%, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un problème récurrent, ça. Donc du coup, les humains cherchent la solution la plus simple, et les mêmes communiquent avec les mêmes. Ça évite le stress, ça évite du temps de travail et tout ça. Et ça, c'est un problème général. Et ce problème, il est issu, quelque part, de la globalisation qu'on a vivre en 30 ans. C'est un problème général, mais en fait, il est amplifié. En fait, ce qui n'est pas général, c'est que vous avez des alignements de valeurs à un moment donné. C'est-à-dire que le phénomène de chambre d'écho de concentration, il est amplifié par les réseaux sociaux. Twitter vient de publier son algorithme, et par exemple, on sait qu'en fait, il structure l'ensemble du Twitter en 145 000 bulles qui sont thématisées par les influenceurs de la bulle, et après, ils vont utiliser les thématiques des influenceurs pour recommander dans la bulle. Donc, en fait, ils vont faire des bulles de plus en plus spécialisées. Et après, ça c'est aussi décrit dans Toxic Data, il y a un phénomène d'alignement. C'est-à-dire qu'un tissu social normal, c'est une personne qui a plein de centres d'intérêt différents et qui, en fonction de son centre d'intérêt, va interagir avec des gens différents. Un tissu social nécrosé, hein, c'est des gens qui ont plein de centres d'intérêt et qui éventuellement peuvent se poser, mais en fait ils se regroupent tous. C'est-à-dire, aux États-Unis, les républicains ils sont forcément climato-sceptiques, ils sont forcément anti-vax quasiment. Hein, et en face, ils sont forcément pro-climat, etc. Donc vous avez une espèce de synchronisation qui fait qu'à un moment donné, au lieu d'avoir un tissu social où vous avez des communications entre les différents centres d'intérêt, eh bien vous n'avez plus que 2 blocs. Et là, vous avez problème. Oui, moi j'avais une question. Au début d'Internet, on parlait de la long tail théorie, c'est-à-dire qu'en fait, on allait avoir accès à des choses rares qui allaient devenir accessibles. Et effectivement, la question c'est comment on fait ça sans avoir des algorithmes de recommandation ou sans avoir ces problèmes, ces difficultés que vous mentionnez. En fait, si vous voulez, quand on dit algorithme de recommandation, derrière, c'est vraiment une famille très très large de techniques numériques. Et le problème actuellement, c'est que les algorithmes de recommandation, par exemple, de la plupart des plateformes, sont basés sur des notions, par exemple, d'engagement. L'engagement, c'est le nombre de clics, le nombre de likes, etc. Avant, par exemple, chez Facebook, les métriques, c'était le temps passé. Ils optimisaient le temps passé sur la plateforme. D'autres métriques peuvent être le nombre de satisfaction utilisateur en termes de choses découvertes. En fait, ce n'est pas la recommandation elle-même en tant qu'algorithme qui est mauvaise, c'est certaines implémentations particulières. Donc effectivement, pour découvrir des choses rares dans un grand réseau, on peut être outillé par certains types d'algorithmes, mais il faut les penser dans cet objectif-là.
les algorithmes de recommandation actuellement, ils ne sont pas pensés dans cet objectif-là, ils sont pensés dans un objectif de commercialisation et de profit. Donc en fait, donc là, actuellement, ce qu'ils ont, en gros, le mainstream, c'est de dire, pour faire le plus de profit, il faut maximiser l'engagement. Or, l'engagement, là, c'est ce que aussi montré dans Toxidata, ça a plein d'effets collatéraux, mais il se trouve que ça maximise le profit. Mais c'est ça le problème, en fait. Il faut bien voir que c'est très artisanal, hein, la manière dont ces algorithmes sont construits. Hein. Les gens, ils changent 2-3 trucs, ils testent, ils font des A/B testing, comme ils disent, enfin comme on dit dans le marketing, et après ils évoluent. Et donc ils sont arrivés sur cette formule-là parce que leur objectif, c'était le profit. Au niveau de la métrique, du coup, si on cherche à maximiser autre chose que l'engagement, le temps passé, les clics, etc., qu'est-ce qu'on peut définir d'autre et comment c'est la question de la gouvernance. Qui doit choisir? Est-ce que c'est les utilisateurs? Actuellement, du coup, c'est les actionnaires, parce qu'ils cherchent à maximiser leur profit. Mais est-ce que ça doit jouer au niveau politique par un État qui doit choisir est-ce que c'est un processus collaboratif, les utilisateurs? Comment ça devrait se passer? En fait, il faut effectivement associer les utilisateurs à la question de la recommandation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, par exemple sur Facebook, vous avez un algorithme de recommandation pour tout Facebook. Alors après, il y a des nuances locales parce qu'ils rajoutent des règles linguistiques, mais sinon c'est le même. Donc vous avez 2,8 milliards d'utilisateurs qui sont soumis au même algorithme de recommandation. Ce qui fait que si l'algorithme est défaillant, c'est 2 milliards de personnes qui sont affectées. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est plutôt... alors que d'un autre côté, c'est tout à fait possible que l'utilisateur construise lui-même son algorithme de recommandation en choisissant en fait les critères qui l'intéressent. Hein, d'avoir plus de gens d'amis, plus de recommandations d'amis, ou d'avoir un truc plus diversifié, etc. Donc on pourrait construire des plateformes où au niveau de l'utilisateur, vous faites un ajustement et vous décidez en gros quelles sont vos valeurs. Et en fonction de ça, vous avez des recommandations. Donc ça c'est probablement le futur, si vous voulez, des réseaux sociaux, c'est-à-dire de permettre au niveau de l'utilisateur de faire ce genre d'ajustement. Mais pour ça, il faut certainement une aide un peu de côté régulation, c'est-à-dire par exemple d'imposer aux plateformes d'avoir des espèces de protocoles, donc des espèces de standards qui permettent aux gens de faire ça, de permettre aux utilisateurs de changer localement leur interface, etc. À l'heure actuelle, le dispositif législatif, je ne suis pas expert dessus, mais je suis quasiment sûr, ne permet pas de faire ça, et en plus, les plateformes font tout pour que vous n'ayez pas la main. Parce que si à un moment donné, par exemple, vous installez un plugin sur votre navigateur qui enlève toutes les publicités, par exemple, ce qui est possible, hein, techniquement c'est possible, Twitter va vous dire non, c'est pas possible, hein, parce que la publicité c'est notre revenu, donc on vous interdit ça, ou on va faire pression sur le Chrome Store pour qu'il enlève ce plugin. Donc en fait vous n'avez pas du tout la main, mais il faudrait aller vers ça, des réseaux sociaux, ou à des environnements où l'utilisateur sait ce qu'il reçoit, il décide en fait, il le paramétrise. Et puis, d'un autre côté, où il sait ce qu'il donne comme données. Ça, c'est le côté de confidentialité des données. Je crois qu'il va falloir conclure, parce qu'on a comme heure limite midi 25. Je crois que c'était ça. Exact. Voilà. J'aurais une petite question pour la salle. La réponse peut être très rapide. On a beaucoup parlé des théories des graphes, qui peut s'appeler analyse des réseaux complexes. Combien d'entre nous ont une petite pratique de ce genre de choses? À peu près 10%. Ouais. Donc il y a un effort à faire, quoi. Voilà. Je pense que c'est entendu par la direction. Voilà. Bon, sinon, bien sûr, il faut lire le bouquin. Qui a été ressenti par beaucoup de lecteurs comme un roman policier, avec la particularité que le détective, s'il ne résout pas assez vite l'énigme, va devenir la victime. Voilà. Donc, voilà. À réfléchir. Bon résumé. Ouais, merci. Bon, merci.